Arrestation à Falissadé, vous le savez, dans la commune de Dubreka. Après un crime, bien sûr, le corps d'un jeune homme a été retrouvé, mais décapité en plusieurs morceaux. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et c'est son oncle d'ailleurs qui est accusé justement dans cette affaire. Mais pour mieux comprendre, notre correspondant basé à Dubreka, Burhan Kamara, est en ligne pour vous. On Air Politique, l'invité. Mon cher ami Burhan Kamara, bonsoir. Bonsoir, Seydou Keita. Bonsoir, les millions d'auditeurs et auditrices de Joma Media à travers la télévision sur 244 et la modulation de fréquence 93.1. Bien, une tension en ce moment à Falissadé, dans Dubreka. Vous en savez déjà quelque chose. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, fidèles auditeurs, nous vous disons grand merci de nous avoir accordé le temps d'antenne. L'actualité reste dominée dans la cité de Sumbatumane et de Manganege de Dubreka, mais plus précisément dans la localité, la sous-préfecture de Falissadé, préfecture de Dubreka, dans le district Kambalia, secteur Labdé. L'actualité, le drame s'est produit dans cette commune rurale de Falissadé, district Kambalia, secteur Labdé. La victime répondait au nom de Ousmane Kamara, âgé de 6 ans seulement, fils de Mohamed et de Fatmata Silla. Selon les informations policières, le commissariat central de Dubreka a été joint téléphoniquement le dimanche 13 août 2021. La disparition du feu Ousmane Kamara, après 4 jours de recherche, les coins et les recoins de la localité de Laboudé, les autorités de la police furent de nouveau informées de la découverte d'un corps macabre dans cette cité de Laboudé, dans un état de putréfaction très poussé. À croire les communs de mortels, c'était ce qui fait que le chef OPJ de Dubreka, Paul, s'est rendu sur le lieu avec une équipe pour mener des enquêtes à bord. C'est ce qui fut fait, sur place d'explication en explication. L'oncle paternel du feu Ousmane Kamara, alias Fodé Ali Kamara, a été interpellé. Actuellement se trouve dans la maison centrale de Dubreka, où les couloirs judiciaires sont en train d'être... Alors, pour qu'on se comprenne, Burhan, comment on a su que c'était lui comment est-ce qu'il est devenu suspect dans cette affaire? Voilà, d'autres informations révèlent, au moment où je vous parle, Fodé Ali Kamara, l'oncle du défunt, se trouve actuellement à la prison civile de Dubreka. Le dauphin est sorti avec un fils de Fodé Ali Kamara, âgé de 12 ans seulement. Lui, il est revenu après 2 heures de promenade. Il est revenu vers les 19 heures seul à la maison. D'excuses de commandeurs, quand ils ont demandé ce adolescent de 12 ans, donc lui, c'est Mamadou Seydou Kamara, âgé de 12 ans, quand lui a laissé son ami de promenade, et finalement, de recherche en recherche, le corps de ce jeune a pu être retrouvé dans l'enclos, non loin du champ de Fodé Ali Kamara, qui a été actuellement arrêté. Mais d'autres sources révèlent que ce corps n'a été ce corps a été transporté vers le champ pour écarter et pour écraser complètement les pistes d'enquête, parce que il faut savoir que les commanditaires ou le criminel peut utiliser plusieurs pistes pour brouiller les pistes d'enquête. Comme vous le savez, dans l'histoire du commun de mortels, lorsque le chauffeur de la DPS de Koya a été assassiné et que son corps a été retrouvé du côté de Dubreka au niveau de Kenende. Je crois que les Balfra, ils ont tous les manifs pour pouvoir éplucher le chemin de la justice. Mais qu'à cela ne... Alors, Burhan, au-delà du fait qu'ils soient sortis ensemble, est-ce qu'il y a un autre élément qui l'accable ou qui justement l'inculpe? Bon, pour le moment, c'est Fodé Ali Kamara qui se trouve actuellement à la prison civile de Dubreka, où la justice a déjà ouvert une enquête judiciaire auprès de lui et d'autres faits qui, non seulement qui va se rapporter les jours à venir, parce que les enquêtes sont déjà, où on a mis le dossier en information. Okay. Je crois que les jours à venir, parce que c'est un dossier qui est déjà mis en information, les jours à venir vont être édifiés par rapport à la suite de cette situation. Burhan,
Oui. Puisque la victime était avec un adolescent de 12 ans, qu'est-ce qu'il a dit, cet adolescent-là? Alors? L'adolescent qui était avec la victime, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que la police l'a interrogé? Qu'est-ce qu'il a dit? Je crois qu'ils étaient venus avec l'adolescent de 12 ans. Je crois lui, il est encore remonté de côté du village, mais c'est l'oncle paternel qui est en train c'est l'oncle paternel maintenant, du nom de Fodé Ali, qui se trouve en prison. Non, la question, c'est pas s'ils ont mis l'adolescent en prison, c'est pas ça la question. Ouais. Puisqu'il était avec lui, ils ont forcément dû lui demander ce qui s'est passé. Quelle est la version qu'il a donnée? Ou tout au moins, il a reconnu les faits. Quelle est la version qu'il a donnée? Donc, lui, celui qui avait le nommé Mamadou Seydou, âgé de 12 ans, qui est revenu 2 heures après la disparition de la victime. Il est revenu, je crois que la dernière information me dit que ce Mamadou Seydou de 12 ans est retourné au village. La police ne lui a rien demandé. Okay. Je crois qu'ils ont fait le ratissage pour demander les témoins proches et lointains. C'est ce qui fait encore que les informations sont ouvertes pour le commun des mortels pour éclairer la lanterne de la justice. Bien. Merci à vous, Brouane, pour ces précisions. Et je précise qu'on a... Oui, bon, moi, c'est vraiment... À 30 secondes, si je pouvais fermer ce casser que cette partie de l'émission, fermer les oreilles, bien sûr, parce que c'est vraiment des choses qui m'intéressent très peu. Et je parlerai plutôt d'une affaire qui ne fait pas honneur au barreau de Guinée. Il s'agit de... Et bien là, je t'ai envoyé un espoir d'huissier. Et je pourrais t'envoyer aussi d'autres documents après, puisque ce n'est pas le grand spécialiste des questions de droit. L'organisation du CAPA de cette année, l'organisation de ce CAPA qui est entassée, dit-on, d'irrégularités. Il y a apparemment un rapport d'inspection qui aurait mis en lumière plusieurs irrégularités. Et à ce niveau-là, il y a même un journaliste, notre confrère de Dépêche Guinée, Latif, qui en a parlé. Et je pense qu'il est même convoqué à la Hague pour cette situation. Mais en réalité, c'est qu'il y a des rapports, il y a des documents, notamment un rapport d'huissier, une lettre du Premier ministre qui aurait même interpellé le ministre de la Justice. Il y a beaucoup d'autres éléments là-dessus. Et je l'évoque parce que je pense qu'il y a juste 2 ou 3 mois, je le disais dans cette émission, il y a quand même beaucoup à faire au niveau de la corporation des avocats. C'est des gens comme nous qui exercent une profession libérale, qui sont organisés. On a le barreau de Guinée. Mais très souvent, le retour qu'on a de certains parmi eux là-bas, la plainte de certains avocats contre d'autres. Mais si on vous explique certaines pratiques qui se passent à l'intérieur là-bas, vous vous prenez carrément la tête. Vous vous demandez, est-ce que c'est possible que tel avocat que je connais, par exemple, ou tel autre qui est président du barreau, est-ce qu'il est capable de tel acte ou tel autre acte qu'on me rapporte? Il y a vraiment beaucoup de choses à régler à ce niveau-là. C'est pas une corporation qui est saine, et l'organisation même de ce procès du 28 septembre a été une occasion pour nous démontrer quelque peu des limites à ce niveau-là. Je ne parle pas de niveau, comme d'autres en ont fait à un moment donné, mais c'est l'intégrité. Je parle de l'intégrité des gens qui composent cette corporation noble, mais aussi de l'organisation fêtière même qui est le barreau de Guinée. Parce que ce qu'on reproche au barreau dans cet espoir d'huissier et dans ces documents-là, c'est des faits que moi je ne peux pas révéler ici parce que je n'ai pas pu avoir la version du barreau. Ce sont des faits, s'il s'avère, qui sont assez graves pour une corporation aussi noble que celle de l'avocature, surtout quand c'est des choses qui sont accusées à une organisation comme le barreau de Guinée. Tout tourne autour de l'organisation du CAPA. On parle même on parle miraculeusement de non-respect de
d'un décret qui est pris en 2008, qui réside un peu l'organisation de Socapa. Et très souvent, il y a quelqu'un qui m'a expliqué une chose, c'est que très souvent, qu'est-ce qu'on fait au niveau de ces... parce que c'est une des professions quand même l'une des professions les plus fermées. C'est l'une des professions les plus fermées, être avocat. Et très souvent, ce sont des gens qui ont leur cabinet et qui sont membres du barreau. C'est eux qui organisent. Très souvent, ils ont les possibilités de faire des filtres, de savoir qui peut devenir avocat, puis qui ne peut pas. Je me rappelle d'un avocat qui n'a jamais accédé au barreau, qui, à un moment, il faisait même des tribunes. C'est Maître, j'ai oublié son nom. Maître Traoré? Non, pas Maître Traoré. Il n'est pas avocat. Non, pas. Voilà, il n'est pas. Oui, dans ce cas, il n'est pas avocat. Dans le milieu, il est dans le milieu. Un juriste. Quoi. Non, un juriste qui était là je pense, au temps du CNDD, quelque chose comme ça, mais vraiment qui n'est pas aussi exempt de reproches, mais qui disait dans ses écrits qu'en réalité, qu'on lui refusait d'accéder à la profession et qu'on l'a fermé. On me dit parfois que dans le cabinet d'avocats, il y a des stagiaires, ceux qui sont très bien, qui sont brillants, puisque le monsieur, c'est pour lui le cabinet, il sait qu'en laissant son stagiaire là devenir avocat, le monsieur va ouvrir un cabinet ailleurs et être un potentiel concurrent. On fait tout pour que les brillants ne passent jamais. Et on fait passer des tocards, parfois même il y a une histoire de corruption, des accusations de corruption qui tournent autour de tout ça. Et puis quand c'est comme ça, c'est une profession aussi noble comme celle-là à l'intérieur de laquelle on peut avoir des reproches comme ça, s'ils venaient à être fondés, c'est assez grave. Je pense que tout le monde doit nettoyer devant sa porte. Et vous savez qu'on fait le reproche là souvent à la corporation des journalistes et tout ça, mais c'est aussi de dire que c'est pourri dans d'autres corporations. L'objectif n'est pas d'invectiver, mais c'est de dire qu'il y a urgence que les gens nettoient aussi devant leur porte.